Je remercie beaucoup mes collègues scientifiques. On a eu beaucoup d'explications tellement intéressantes ce matin. On a maintenant la tête pleine de facts, de faits et d'expérience et d'intelligence. Et je remercie beaucoup cet partage. Là, il faut peut-être revenir un peu aux consommateurs, aux chers consommateurs. Et donc moi, je suis là pour être un peu le lien entre vous et nos consommateurs. Et j'ai divisé ma présentation en 4 parties. La législation, comment le consommateur aujourd'hui est informé, la perception, donc que pourrait penser le consommateur avec l'info qu'il reçoit, ou même le peu d'infos qu'il reçoit, la réalité, que fait le consommateur, la réaction de l'industrie, et en fait, que fait Direct Wines, parce que bon, c'est mon expérience, je travaille pour Direct Wines depuis 14 ans déjà, donc je voulais quand même vous parler un petit peu de ce qu'on fait nous-mêmes, et puis l'avenir, voilà. La législation. Pour commencer, tout d'abord, le positif et le négatif. Il y a 2 côtés quand même. Le premier, c'est vrai qu'avec l'augmentation de l'importation et l'export des vins, les exigences en matière d'étiquetage ont été modifiées pour préserver l'authenticité, super, protéger, excellent, et guider les producteurs et les consommateurs. Très positif. Par contre, les gouvernements ont pris conscience qu'il fallait quand même s'attaquer aux problèmes, notamment consommation d'alcool abusif, mais également aux additifs responsables de réactions allergiques des consommateurs. Donc ces 2 côtés-là, les gouvernements ne sont pas des spécialistes de marketing, mais ils sont là pour nous protéger. Difficile d'avoir l'accord de tout le monde sur cette législation, ou bien sur les infos sur les étiquettes. 2002, Nouvelle-Zélande, l'Australie ont bien bossé dessus. Ils ont quand même créé des documents et des documents qui sont très clairs d'ailleurs sur ce qui constitue un ingrédient de vin et ce qui constitue une addition. Et alors, au fur et à mesure des années, ça a été clarifié, reclarifié. Et maintenant, sur les étiquettes, le warning d'allergènes, c'est surtout les étiquettes. 2012, l'Union européenne nous a obligés de mettre tout ce qui était produits laitiers. Aux US, par contre, nous observons une résistance parmi les producteurs. Par contre, seule chose qui était quand même renforcée globalement depuis 2005, c'est le contain sulfite, donc le contient sulfite, qui se trouve maintenant obligatoirement sur toutes les étiquettes, à cause de la sensibilité potentielle des consommateurs au sulfite. Quelques exemples. Si on met ça, pourquoi pas tout mettre? Donc on n'a rien caché. Donc il y a tout sur le vin. Et voilà l'exemple en Angleterre. Le Co-op, une très grande distribution, enseigne de grande distribution, a été le premier à mettre sur toutes ses contre-étiquettes toute la liste des ingrédients. Et je vais le lire en anglais, mais bon, pour dire it would be helpful, c'est ce que le Co-op a déclaré à l'époque, it would be helpful to give an indication of how the wine is made so that our customers are kept fully informed. Donc, pour le positif, pour le consommateur, le Co-op décidait que tous les ingrédients, those only that we use to make the wine, but which do not end up in the final product, and the methods used to clear the wine, which are of interest to vegetarians and vegans, donc ce côté laitier végétarien. Et donc, à la suite, il y a pas mal de producteurs qui ont décidé de mettre presque tout
sur leurs étiquettes. Donc la France, hôtel en Bourgogne. Pour moi, le Vosne-Romanée avant Bourgogne, c'est un des terroirs vraiment magiques en France. Hein. Et moi, je trouve ça un peu dry, hein, quand même, comme description de ce merveilleux vignoble. Mais bon, c'était la décision de ce producteur. Aussi en Californie, donc Randall Brown, c'est un grand passionné de vin qui fait des vins, à mon avis, super. Il est très motivé, il est très dynamique. Et lui, en fait, finalement, il a décidé de mettre tous ses ingrédients sur l'étiquette parce que c'était the right thing to do. Il y avait ce côté un peu moral, même très moral. Selon lui, le consommateur va aimer, va adorer un vin beaucoup plus s'il connaît ce qu'il y a dedans, d'où ça vient, comment c'est fait, donc tout sur le vin. Et en Italie, donc la Champagne italienne de Francaporto, regardez ce qu'ils ont fait. Eux, ils mettent même le chiffre. Intéressant, hein, d'un pays connu pour la passion, pour le plaisir, de mettre en fait quelque chose qui est très exact, très honnête. Mais franchement, qu'est-ce que ça veut dire au consommateur? Honnêtement. Alors, certains vont au-delà, ce qui n'est même pas ajouté au vin. Et là, ça se voit de plus en plus fréquemment, no added sulfur, sans soufre ajouté. Sur l'étiquette, sur le bouchon, sur la contre-étiquette. Et qu'est-ce que ça veut dire pour le consommateur? Où est le consommateur à tout? Au lieu de clarifier, ce qu'on a arrivé à faire, c'est au mieux leur donner une indication et une alerte, mais sans rien leur expliquer, ou sans bien expliquer, et au pire, a toxic warning, qu'en fait, ce qu'il y a dedans, c'est quelque chose qui est même toxique. Et c'est ça la vraie casse-tête pour les consommateurs aujourd'hui. Pour revenir au consommateur, alors, que fait le consommateur? Le professionnel, le consommateur, est-ce qu'ils sont différents? Bon, là, c'est la même personne. Mais ça m'a fait penser un petit peu à ça, parce que pour nous les professionnels qui travaillent dans le monde du vin tous les jours, qui parlent des sujets comme le soufre, comme la minéralité, comme l'acidité, pas facile de se souvenir un peu de commencer d'être un consommateur, quelqu'un qui aime le vin. Et une petite histoire, mon fils, jeune, à l'école primaire, on lui a demandé qu'est-ce que ta maman fait, elle travaille où, qu'est-ce qu'elle fait. Elle a répondu, maman boit du vin toute la journée. Non, attends, je ne peux pas dire ça, je déguste le vin toute la journée. Je ne bois pas, je déguste. Finalement, c'est quoi la différence? Parce que pour nos consommateurs, tout est une histoire de goût. Ce sont des chiffres que j'ai pris des recherches par Futureside pour l'encens, la maison en marque Champagne, et que disait que 60% des consommateurs pensent que le style ou le goût du champagne sont plus importants que les ingrédients. Et que 86% des consommateurs confirment que l'information sur le goût influencerait leur choix de champagne. Mais, attention au vocabulaire qu'on utilise. Chez Direct Wines, l'année dernière, on a fait une enquête sur un panel de 1000 consommateurs britanniques. Des consommateurs de nos vins, mais de consommateurs
d'autres marchands aussi. Et vous pouvez voir en fait les résultats qui sont quand même assez intéressants. 55% déclarent que les descriptions de vin ne les aident pas à déterminer le goût du vin. Et que la plupart les considèrent comme pompeux et inutiles. C'est notre vocabulaire. 75% indiquent de ne pas reconnaître systématiquement les mêmes parfums qui sont proposés. 60% confirment qu'identifier un seul fruit est la meilleure façon de comprendre. 57% prétendent que la suggestion d'un accord mets-vin est plus utile. Ça, c'est intéressant pour les Anglais, mais c'est un bon signe. 33% affirment que les descriptions de vin dans la presse sont incompréhensibles. 33%. Alors, comment faire la réaction de l'industrie. J'ai choisi une réaction, il y en a quand même pas mal, ce qui est bien parce qu'on travaille dans un monde, à mon avis, très dynamique, le monde du vin, y compris des gens vraiment super dynamiques, beaucoup d'énergie. Mais voilà, j'ai trouvé une réaction qui vient en fait de la Nouvelle-Zélande, d'une société de vin qui s'appelle Enviva. Et ils ont décidé finalement de faire une campagne publicitaire, Facebook, radio, des panneaux, où en fait ils mettaient que des vins et que du vocabulaire soi-disant facile, enfin moins compliqué. Des vins, eux, font des vins tout simplement à boire. Et ils voulaient quand même que pas de simplifier, mais au moins de ne pas trop compliquer la communication. Et en fait, ça va être une campagne globale qui débute en Nouvelle-Zélande, mais aussi ça va être prévu pour la Grande-Bretagne, l'Australie, au Canada et au Japon. Je vous laisse lire pour 10 secondes. Intéressant, quand même. Alors, si vous voulez sentir l'herbe, allez, tombez la pelouse. If you want to taste Sauvignon Blanc, drink Enviva. Pareil pour les bouquets. Si vous voulez un bouquet, vous achetez un bouquet de roses, voilà. Mais si vous voulez quand même un vin rosé, pur, simple, bon à boire, drink Enviva. Malgré l'humeur, et pour retourner un peu sérieux et à la science quand même, ce sont les arômes et le goût du vin qui sont vraiment au cœur des recherches, bien sûr, et des avances scientifiques dans le monde du vin aujourd'hui. Ça, j'en suis convaincue. Et c'est le SO2 et sa relation avec ces thiols qui doit être vraiment reconnue. Je commence ici. Une meilleure compréhension des composés responsables de l'arôme a amélioré la qualité, c'est sûr, et essentiel pour les producteurs qui recherchent à la fois l'authenticité et la viabilité dans un marché très concurrentiel. L'arôme d'un vin vraiment peut être considéré comme son empreinte. C'est ce qui fait du vin son intérêt, son grand atout commercial, si ça donne plaisir aux consommateurs. Et en fait, c'est une expérience qui est à la fois attrayante et immédiatement reconnaissable. Ça se voit partout dans le monde que c'est sur ce côté-là de la science que les plus grands travaux, si vous voulez, sont à faire. Dans la viticulture, la plantation, la composition de la terre, bon, plus facile au Nouveau Monde, où ils ont peut-être un peu plus de choix, mais Tables Creek, qui est en Californie, c'est un exemple d'un vignoble où ils ont trouvé la terre
qui voulaient absolument, qu'ils ont, pour faire en fait des vins, des cépages de la Rhône, donc Grenache, Syrah, Montverbe, et pas réinventer, mais de faire des vins à ce niveau de qualité. Et en fait, c'était la terre qui cherchait très particulièrement la terre à calcaire. Le contrôle de l'eau, un exemple, le Karen Vale en Australie, le Syrah, on parlait de ça. Le Marquess of Montleduc, donc c'est une famille, Montleduc, qui ont fait tout un travail sur l'eau et l'irrigation de ces vignes pour arriver à trouver des arômes plus précoces, plus opulents, plus au style qu'ils recherchaient. Bien sûr, tout ce qu'il y a dans les vignes, l'orientation, la canopie, la taille, l'enlèvement de feuilles, dont on parlait plus tôt ce matin. Sélection de clones et porte-greffes, pour un château Cheval Blanc par exemple, à Saint-Similion, promenant rue Placé, ils ont sélectionné des clones qui sont spécifiquement pour un certain component aromatique. Contrôle de rendement, la date des vendanges, donc en Argentine, dans notre Hesse qui fait des vins de Torrontés, c'est le contrôle des rendements et la date du vendange qui choisit spécifiquement pour promouvoir ce côté aromatique. Vinification, on en a parlé ce matin, il y a plein de choses qu'on fait maintenant, justement, contrôle, compréhension plus profonde du glutathione, développement des levures, des bactéries, il y a plein d'exemples où en fait on met en avance et on valorise l'effet et l'aspect aromatique, co-inoculation pour préserver aussi les thiols. Et le résultat, dans le marché, des tendances et styles aromatiques. Bon, j'ai choisi 3, le Sauvignon blanc de Nouvelle-Zélande, on sait très bien que c'est un style qui fait plaisir à un très grand nombre de consommateurs, pas seulement en Angleterre, mais aux États-Unis, en Australie, hein, c'est le numéro 1 vin blanc en Australie, un vin de la Nouvelle-Zélande. Et voilà, des chiffres extraordinaires depuis 10 ans à peu près, 10-15 ans. Moscato en US, énorme succès aux US, ça représente maintenant 6% du marché, c'est la plus grande augmentation de tous les cépages, donc une augmentation de 33% en volume. Et le Torrontés, dont je parlais dans notre Hesse par exemple, là c'est un cépage à surveiller, ou bien un trend, parce que c'est sûr que les exports augmentent. Je me permets juste pour 5 minutes de parler un petit peu de ce qu'on fait à Direct Wines, parce que je connais bien. Alors Direct Wines, c'est le numéro 1 international de vente par correspondance. On a plus d'1 million de clients actifs en Angleterre, aux États-Unis, en Europe, à Hong Kong, Australie et maintenant en Inde. Et on a un chiffre d'affaires d'à peu près 400 millions d'euros, qui a été établi en 1969 par Tony Lathwaite, qui est d'ailleurs toujours bien vivant, heureusement, et il continue à être le seul, c'est une société privée, voilà, lui et sa femme. Mais le focus, ça a toujours été, pour lui et maintenant, le focus c'est le goût du vin et la découverte. Et c'est la façon de communiquer aux consommateurs qui est finalement le très très important. Je vais vous montrer un vidéo qui dure 2 minutes, pas plus. C'est un vidéo de notre festival de vin qui a lieu à Londres une fois par an. On fait des dégustations toutes les semaines dans le pays, au nord ou au sud, mais à Londres, ce festival, c'est notre plus grand festival. Et en fait, vous allez voir, lors du vidéo, que ce qu'on essaye de faire, on a plus de 150 producteurs de vin qui sont là pour présenter leur vin, mais en fait, c'est le théâtre qui va avec, c'est le taste tunnel, c'est le tastography, vous allez voir. C'est la façon
d'encourager le consommateur à découvrir eux-mêmes les arômes, les goûts, et alors poser la question, bah alors d'où ça vient et pourquoi. Voilà. The Vintage Festival is one of the largest private wine shows in the world. It's held in May over a weekend with 4 sessions for about 4,000 people, and they get a chance to try over 350 wines. The festival started out in 1979 in Kensington, then it moved to Westminster, and then in 2013 it's moved to Old Billingsgate, which is great. A new feature in 2013 is Tastography, and this is a chance for customers to test their tasting skills and to really find out the sort of flavours and the sort of wines that they're really going to like. One of the features at the festival is the Taste Tunnel. We've been running the Taste Tunnels again since 1993. It's a wonderful way for customers to compare the flavours of wine with the aromas that you get from herbs and spices and to see whether you can match them. We have 2 tasting theatres. These are fantastic opportunities for customers to try wines for about 20 minutes with the winemakers or the wine buyers. Come and join us at the next Vintage Festival in spring 2014. Alors tout ça pour parler un peu de ce qui se passe en ce moment, donc oui chez nous, chez Direct Wines, dans l'industrie, dans le marketing qu'on a vu, et puis et donc finalement c'est dynamique, finalement ça bouge, finalement il y a plein de choses, les producteurs, les marchands, les acheteurs sont conscients du fait qu'on n'aide pas beaucoup donc, nos consommateurs en ce moment. Enfin, la législation peut-être n'aide pas beaucoup et que c'est notre rôle finalement de communiquer et d'encourager et de continuer à parler de ce que nous on fait de notre côté pour améliorer la qualité. Pour terminer, je voulais juste vous présenter deux, trois petites choses sur l'avenir. Alors, l'avenir. Alors, est-ce qu'on va devenir tous des soi-disant professionnels? Est-ce que nos consommateurs deviendront en fait vraiment des experts qui retrouvent les nuances et les éléments les plus subtils dans le vin? Peut-être, peut-être pas. De toute façon, ce qu'on sait, sûr et certain, c'est que le consommateur veut savoir ce qu'il y a dans le vin. Le consommateur comprend et il apprécie les styles bien définis. Il s'intéresse au goût du vin. Et donc, pourquoi pas expliquer et valoriser plus la science derrière? Pourquoi pas donc les ingrédients et leurs atouts? Et pourquoi pas plus d'informations utiles sur le rôle du soufre, au lieu des chiffres tout clairs? Il faut qu'on respecte le consommateur. Et j'ai trouvé ça qu'il y a que 2-3 semaines, j'ai vu ça comme quote qui vient de Jeff Bezos, qui est le fondateur de Amazon. We don't make money when we sell things, we make money when we assist customers make purchase decisions. On est tous là pour, quand même, pour gagner notre vie avec le vin.
Et ça veut dire qu'il faut qu'on vende du vin à nos consommateurs. Mais on ne vendra pas, bien on ne fera pas de l'argent seulement en vendant du vin, on fera de l'argent quand on les aide, quand on les encourage, qu'on leur donne les outils pour qu'eux-mêmes puissent prendre et faire leurs décisions. Et on habite un monde où la communication devient de plus en plus facile, instantanée. Facebook, Twitter, YouTube, Pinterest, Instagram. Il faut qu'on encourage une communication plus ouverte, parce que la communication est plus ouverte aujourd'hui. Il faut qu'on encourage le dialogue entre non seulement nous, les professionnels, mais les consommateurs et nous, mais aussi entre les consommateurs eux-mêmes. Parce que ça existe déjà. Et il faut que notre monde du vin soit vraiment même devant le reste. Et finalement, qu'on n'oublie pas le contexte, que le vin égale le plaisir. Et que ça, c'est quand même un atout énorme pour nous les producteurs, pour nous les professionnels, pour nous les marchands, que c'est le plaisir avant tout. Et que, en fait, le monde n'a jamais eu autant de bons vins et autant de consommateurs intéressés. Et alors, profitons-nous. Je vous laisse avec ça. On est presque l'heure de déjeuner. Mais merci beaucoup de votre patience et de votre attention.